Bon, on va commencer avec un petit mot d'ouverture et puis vous remercier de nous avoir rejoints. Ah, on vous voit. Bonjour. 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 Merci de nous avoir rejoints. On va juste vous demander de couper votre micro le temps des présentations et puis on aura un temps d'échange avec les participants. Donc, vous aurez tout le loisir de pouvoir échanger avec les intervenants. Mais en attendant, pour que ce soit plus efficace et surtout plus audible, on demande à tous les participants de couper leur micro, s'il vous plaît. On a deux participants à rejoindre. Voilà, on voulait donc un petit mot très rapide pour vous remercier de nous avoir rejoints. Nous réalisons ce soir un des derniers grands temps de rencontre de cette concertation préalable, donc une réunion de restitution de près de presque 3 mois, 2 mois et demi en tout cas de concertation avec un très grand nombre de supports de participation et d'information. Donc, vous le verrez, un moment où on retracera les grands points qui ont créé l'échange et surtout les premiers enseignements que l'on peut tirer de la mobilisation du public et des points qui ont jalonné cette concertation. Avant d'aller plus loin, on va faire peut-être une parenthèse d'ouverture avec Monsieur le Président de la Communauté d'agglomération Pays Basque, Jean-René Etchegaray. On vous laisse la parole, Monsieur Etchegaray, pour ce mot d'ouverture. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous sommes donc réunis ce soir pour, dans le cadre de cette concertation, poursuivre l'action que nous avons déjà ouverte et tout au moins cette concertation qu'on a engagée le 16 novembre dernier selon les mêmes modalités. Alors, vous le savez, un nouveau confinement est intervenu fin octobre 2020, ce qui nous amène à évidemment poursuivre cette concertation dans des conditions très particulières. Néanmoins, l'importance du projet, l'urgence qu'il y avait à ce que cette procédure avance rapidement, nous a amené à maintenir bien sûr cette procédure, certes exceptionnelle, en espérant bien sûr que le maximum de personnes puissent être touchées et puissent être informées par le contenu de ce dossier de concertation. Nous, on a souhaité bien sûr veiller le plus que possible à permettre à tout un chacun pour participer et apporter ses contributions au projet. Donc, cette réunion de restitution d'aujourd'hui, comme la réunion de lancement que nous avons connue le 16 novembre, nous avons affaire à des intervenants qui sont réunis et filmés. Je suis à l'instant accompagné et visible sur votre écran de Madame Marion Tenet et de Monsieur Walter Accardi, qui l'un et l'autre sont nos garants, en tout cas les garants de la Commission nationale du débat public, qui assure bien évidemment, comme il se doit dans le cadre de la loi, la régularité des conditions dans lesquelles cette concertation se fait. Le public aujourd'hui, vous-même, mesdames, messieurs qui nous écoutez et qui nous voyez, vous êtes donc en direct à distance, soit derrière votre ordinateur, soit éventuellement par téléphone. Et donc, cette réunion de restitution, puisqu'il s'agit d'une réunion de restitution, va se dérouler de cette manière. On va avoir dans quelques instants les résultats de cette concertation qui donc nous seront présentés et des outils d'information que l'on vous présentera en suivant ont également été fortement déployés. Les agents de la CAPB, de la communauté d'agglomération Pays Basque, ainsi que les garants de la Commission nationale de débat public, que je citais il y a un instant, sont allés à la rencontre des habitants. Que ce soit sur le marché de la place des Gascons, qui est le lieu public le plus proche du lieu de transfert de ce centre d'oncologie, mais vous avez pu également contribuer par la voie d'Internet, par téléphone, éventuellement aussi par courrier. Et tous ces moyens ont donc été utilisés. Et à tout cela, se sont ajoutés 2 ateliers thématiques qui ont été donc organisés pour échanger en direct avec la communauté d'agglomération et également le porteur de projet
c'est-à-dire le Centre d'oncologie et de radiothérapie du Pays Basque. Il ressort de ce premier bilan, et c'est heureux bien sûr pour nous, que la quasi-majorité des personnes rencontrées ou celles qui ont contribué sous ces formes différentes ont émis un avis positif, voire même très positif sur le projet. Oui, avons-nous compris, le centre d'oncologie doit déménager pour s'agrandir et on sait les contraintes dans lesquelles se trouve ce centre d'oncologie qui n'a aucune perspective de développement in situ. Et donc, ce projet de délocalisation, visiblement, n'est pas, ou en tout cas, ne fait pas débat. Tout comme d'ailleurs le site qui est proposé pour recevoir ce centre d'oncologie sur l'avenue du 14 avril, donc sur le quartier nord de Bayonne. Il semble que là aussi, d'après les éléments qui nous reviennent, les options retenues sont également acceptées. Voilà donc ce que je voulais dire à titre d'introduction comme maire de Bayonne et président de la communauté d'agglomération, deux collectivités qui sont bien sûr partie prenante de cette procédure. Et je voudrais maintenant donc passer la parole à Madame Diane Bocard, qui donc pour Norama va maintenant nous indiquer comment les choses vont se dérouler. Merci Monsieur le Président. On va donc brosser rapidement les objectifs de cette réunion publique qui, vous l'aurez compris, puisque vous l'avez très bien rappelé, c'est un temps pour se replonger dans le projet pour celles et ceux qui nous rejoignent ce soir et qui n'ont pas eu l'occasion de participer à la concertation, et puis de rappel pour celles et ceux qui nous ont déjà suivis. Un temps également de restitution, on vous l'a dit, des quelques enseignements, mais aussi vous présenter le dispositif qui a été activé et qui l'est encore jusqu'à l'issue de la concertation le 27 janvier, vous le verrez. Et enfin, si vous le souhaitez et si vous avez des questions, ce soit aussi un temps d'information et de questions-réponses avec vous. Donc, pour cette soirée, ces différents temps vont s'articuler, un temps autour du projet, un temps autour du dispositif de concertation, les points clés qui sont à retenir et les enjeux qui ont permis de nourrir les échanges, le temps de questions-réponses avec vous, et puis nous achèverons cette rencontre avec un temps pour se projeter sur à la fois les prochaines étapes du projet, mais aussi celle de la concertation et du lien avec le public. Nous accompagnent ce soir, vous les voyez, alors ils sont chacun sur des écrans différents, donc M. Etchegaray, qui est à côté des deux garants Manon Tonnet et Walter Accardi, qui prendront la parole dans quelques instants. Sur un autre écran, vous avez M. Alain Lacassagne, qui est 8e adjoint au maire de Bayonne sur les questions d'aménagement, d'urbanisme et d'habitat, mais également conseiller communautaire à l'agglomération Pays Basque, accompagné de Marie Antigny-Huleux, qui est chef de projet planification sur ce projet, qui sont tous les deux sur un écran. Et sur l'autre écran, deux femmes, Céline Béra, chef de projet urbanisme opérationnel pour l'agglomération, et qui est accompagnée du porteur de projet Caroline Génébès, qui est médecin oncologue radiothérapeute au Centre d'oncologie et de radiothérapie. Voilà donc tous les intervenants qui vont se succéder ce soir et pour vous apporter de l'information et au final vous apporter aussi des réponses si vous avez des questions à leur poser plus directement ce soir. Comme convenu, un mot d'ouverture également pour nos deux garants, le temps de repréciser leur rôle pour ceux qui ne les connaîtraient pas encore et puis de s'adresser à vous plus directement. On vous laisse la parole. Merci. Bonsoir. Donc, pourquoi des garants? C'est essentiellement parce qu'il y a une concertation dite préalable, qui est une procédure assez récente en droit français. C'est une ordonnance de 2016 qui l'a généralisée. Et cette concertation préalable, elle a été rendue intéressante du fait que cette déclaration de transfert du centre d'oncologie emportait une mise en compatibilité du PLU, du plan local d'urbanisme de Bayonne, qui nécessitait une évaluation environnementale. Cet enchaînement qui a fait que la communauté d'agglomération a opté pour cette démarche de concertation préalable qui est prévue sur le Code de l'environnement et qui a été menée donc depuis plus de 2 mois. Et la collectivité, la CRPB, donc, a choisi de faire appel à la CNDP, la Commission nationale du débat public, qui est une autorité administrative indépendante, et celle-ci nous a désignés, Marion Tenet et moi, pour pouvoir suivre cette concertation. Alors, une concertation préalable, qui est bien sûr régie dans le cadre du Code de l'environnement,
permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales d'un projet. Ça peut être un projet relativement modeste, comme des très très gros projets à l'échelle nationale. Il faut pour cela pouvoir envisager les enjeux socio-économiques qui s'y rattachent, les impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Et cette concertation, qui est dite donc préalable, est faite en fait pour qu'on puisse imaginer éventuellement des solutions alternatives, y compris pour une absence de mise en œuvre pour certains projets. Et elle porte sur les modalités d'information et de participation du public, celles qui se sont déroulées pendant les 2 mois et dont on va vous restituer les éléments, et également pour la suite, après la concertation préalable, on en reparlera, il y a un continuum de concertation, et ce jusqu'à l'enquête publique qui complétera après avec d'autres personnes qui suivront ce cadre réglementaire terminal, on va dire. Encore sur la concertation préalable, 3 principes qui sont mis en avant au niveau national par la CNDP et qu'en tant que garant, on essaye de faire respecter, bien évidemment. La transparence, c'est-à-dire que l'information doit être disponible, de qualité, sincère, partagée et compréhensible, tout particulièrement le dossier de concertation où vous avez pu peut-être avoir les différents éléments d'information, mais aussi toutes les informations qui ont été données en cours de route de cette concertation. L'équivalence, chaque personne a le droit de s'exprimer et de contribuer au débat, que ce soit une association, une personne physique, que ce soit, quelle que soit la qualité de la personne, on s'occupe en fait des arguments qui sont formulés. Ce n'est pas un référendum, ce n'est pas un vote, c'est véritablement une réflexion amont sur des projets et l'argumentation pour qu'on puisse bien sûr avoir cette collection de points de vue. Il faut qu'il soit argumenté et que ça soit argumenté du point de vue des contributeurs, que ce soit également la réponse de la collectivité qui répond à ses contributeurs. Marion, je laisse la suite. Alors, bonsoir à tous. Tout d'abord, donc rapidement, comme rappel, hein, les missions du garant, c'est important de réexpliquer un peu nos missions et notre rôle avant tout et qui on doit être entre guillemets. Le garant est avant tout une personne indépendante. C'est très important, indépendante bien évidemment du maître d'ouvrage, mais de toute autre partie prenante hein, dans l'élaboration du projet. Et sa mission, Walter Accardi en a un petit peu parlé aussi, c'est de veiller au bon déroulement de cette concertation. Monsieur le Président aussi en a fait part, et au respect de la participation. Alors c'est vrai qu'avec le contexte sanitaire qu'on a connu, ça a été une difficulté, mais en tout cas, nous deux et avec la communauté d'agglomération, on a eu vraiment à cœur que cette concertation soit la plus participative possible, avec toutes les contraintes qu'on a connues, mais en tout cas, on a déployé un certain nombre de dispositifs pour pouvoir permettre justement ce respect de la participation. Bien entendu, les garants doivent respecter une stricte neutralité hein, vis-à-vis du projet. En aucun cas, on doit donner un avis. Ce n'est pas du tout le rôle des garants. Et bien entendu, nous sommes à l'écoute de chaque participant, quel qu'il soit, quel que soit son domaine. Alors, les missions, on peut les dérouler en 3 étapes. Il y a eu en amont du lancement, donc on a commencé en juillet, jusqu'au, on va dire, au mois d'octobre. Il y a eu toute une étude de contexte qui a été réalisée où nous avons rencontré un certain nombre d'acteurs et dans différents domaines, que ce soit la santé, l'environnement ou des acteurs proches du site. C'était important de les entendre et de voir un peu leur point de vue par rapport à ce projet. Donc, ça fait partie de cette concertation, cette étude de contexte. Ensuite, donc, la concertation a débuté le 16 novembre. Donc, pendant toute cette période, nous devions veiller à la qualité et à la sincérité de toutes les informations diffusées et bien sûr favoriser toute l'expression des différents participants. Et on avait un rôle de recours si certaines demandes avaient été formulées, ce qui n'a pas été le cas, mais en tout cas, on était là pour. Et en tout cas, on est là aussi jusqu'au 27 janvier, fin de cette concertation. Donc, si jamais ça devait arriver, nous sommes toujours joignables jusqu'à cette date-là. Et notre dernier rôle sur la dernière partie, ça va être de réaliser donc un bilan
qui donc sera dans un délai d'1 mois hein, après à la fin de cette concertation. Donc d'ici au 27 février, nous allons produire un bilan qui va comporter une synthèse des observations hein, qui vont en partie vous être présentées ce soir, et le cas échéant, les évolutions du projet hein, qui résulteraient de cette concertation. Et ce bilan donc, sera bien entendu rendu public et fera partie constitutive du dossier d'enquête publique. Donc, nous allons, comme convenu, refaire un rappel ou un point d'information sur le projet lui-même, avec nos intervenants de l'agglomération et le porteur de projet. On vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Donc, le site actuel du Centre d'oncologie de radiothérapie du Pays Basque est localisé sur les allées Paulin, au numéro 14. C'est un centre qui prend en charge de façon multidisciplinaire plus de 1400 patients chaque année, avec une augmentation qui ne cesse de se voir sur les dernières années. On va le voir un petit peu plus tard. Et c'est une équipe qui est composée de 48 salariés. Alors, des nouveaux besoins sont apparus avec à la fois, comme je le disais, une augmentation continue du nombre de consultations, notamment et de traitements sur les dernières années, du fait bien sûr d'un bassin de population assez large que draine ce centre, l'ensemble du Pays Basque et même le sud des Landes, et puis l'augmentation du nombre de cas de cancer et l'amélioration de la survie de nos patients qui fait que nos patients ont besoin de plus en plus d'avoir recours à un traitement de radiothérapie. L'autre besoin, c'est un problème de place. Nous allons avoir besoin d'installer une 4e machine de traitement pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins de notre bassin de population, et notre site est complètement enclavé avec une forte pression immobilière sur le secteur, rendant impossible toute extension. Et puis l'accessibilité pour nos patients qui est également très difficile, avec un stationnement très restreint, pour les patients bien sûr, mais également pour notre personnel. Donc voilà, tout ça nous a conduit au constat de la nécessité de devoir déménager, à la fois pour améliorer nos capacités d'accueil de tous les patients, d'accessibilité, et surtout de pouvoir installer une 4e machine de traitement dans une 4e salle de traitement qui ne peut être construite actuellement sur le site du 14 allée Paulin. Et donc un bâtiment plus spacieux avec davantage de bureaux de consultation, de salles de traitement, mais également d'espaces dédiés aux soins dits de support pour accompagner au mieux les patients sont nécessaires. Alors bien sûr, le développement de ce projet soutiendrait l'économie locale à plusieurs niveaux, avec des retombées économiques bien sûr qui peuvent être attendues suite au chantier et l'opportunité de création d'emplois. Alors, le centre d'oncologie, quand il s'est tourné vers l'agglomération, ils avaient un besoin qui est assez grand, en fait, un besoin d'environ un terrain de 8000 m², avec des contraintes techniques spécifiques, un maximum de plats pour accueillir les futures machines. Donc, les services de l'agglomération se sont mis en quête d'un terrain sous maîtrise foncière publique, mais qui serait également, et ça c'était très important pour le centre d'oncologie, très bien desservi par les transports en commun. Donc, l'avenue du 14 avril étant desservie par le trambus, c'est vrai que ça a été un des critères décisifs. Et enfin, un autre critère qui a été déterminant dans le choix du site, c'est également cet accès à la nature et à la forêt avoisinante pour permettre, on va le voir plus tard, un espace de bien-être pour les futurs patients. Donc tous ces critères en fait ont permis de trouver ce site et ensuite de le soumettre à l'agence régionale de santé qui a validé le site.
Le lien du site choisi avec le document d'urbanisme donc de la ville de Bayonne, hein, puisque ce site donc, est implanté avenue du 14 avril 1814 à Bayonne. Donc, on a un document d'urbanisme aujourd'hui qui date de 2007. Et aujourd'hui, ce site, donc, vous voyez encadré en rouge là, sur la diapositive, la photo la plus haute, est classé en ce qu'on appelle une zone 2AU au document d'urbanisme, donc une zone aujourd'hui qui n'est pas ouverte à l'urbanisation. Donc, le choix de ce site implique au niveau du document d'urbanisation donc de réaliser une modification de ce document. Et le projet de transfert du centre d'oncologie à Bayonne étant aujourd'hui un projet d'intérêt général, puisqu'on est en lien avec un équipement structurant qui augmente l'offre de soins sur le territoire, permet à la collectivité publique, donc à la communauté d'agglomération Pays Basque, d'engager une déclaration de projet en portant mise en compatibilité du document d'urbanisme. Donc, c'est cette procédure dont on parlait tout à l'heure, qu'on appelle la MECDU dans le jargon des urbanistes, qui est soumise à évaluation environnementale, puisqu'on a des sites Natura 2000 qui sont identifiés comme sensibles d'un point de vue écologique aujourd'hui, et donc nécessitent, dans le cadre de la planification et de la législation, une évaluation environnementale. Et à ce titre-là, au regard justement des impacts que peut avoir la construction à terme du centre sur son environnement, a été donc décidé d'engager cette concertation préalable. Donc, c'est au titre de cette modification du document d'urbanisme, donc effectivement, qu'on est réunis, et autour du projet de transfert du centre d'oncologie. Et donc, ce qu'on va aussi vous expliquer, c'est que à la fin de cette concertation, en fait, la procédure n'est absolument pas achevée, puisque une enquête publique va avoir lieu justement sur les modifications qui sont envisagées à terme sur le document d'urbanisme. Et donc là, c'est la photo que vous voyez en dessous, la deuxième photo, avec le classement à terme de la partie constructible en zone ouverte à l'urbanisation. Et puis, tout l'espace qui est plutôt voué au déplacement des patients, qui, lui, va être versé en zone naturelle du document d'urbanisme. Alors, la conception du projet s'articule autour de plusieurs enjeux. Alors, les principaux qui me tenaient à cœur, c'était le bien-être et l'exemplarité. Bien-être, bien sûr, en priorité pour les patients que nous allons accueillir dans un cadre assez verdoyant, dans une structure ne rappelant pas trop une structure hospitalière classique, afin que les patients puissent voilà, rentrer dans ce lieu sans qu'il y ait une forme de pression supplémentaire. Bien-être également pour notre personnel, via notamment ce qui va être reconnu par le label Osmose pour la qualité de vie au travail. Et puis exemplarité avec un bâtiment faible consommateur en énergie. Voilà, toutes les thématiques plutôt actuelles, mais qui nous tenaient vraiment à cœur. L'autre enjeu, c'était une intégration paysagère et architecturale, bien entendu, dans ce quartier, et faire en sorte que le bâtiment se fonde le mieux possible voilà, dans la forêt qui est derrière, avec beaucoup de végétation et de verdure, et en utilisant des matériaux comme le bois pour faire en sorte que l'intégration se fasse le mieux possible. Et puis enfin, l'accessibilité et le stationnement. Alors l'accessibilité grâce à la ligne du trambus. Il y aura un arrêt du trambus en face de l'entrée du centre, permettant voilà, aux patients et au personnel de pouvoir se rendre au centre via ces transports verts. Et puis le stationnement, bien sûr, pour les patients qui ne peuvent pas faire autrement que de venir avec leur propre véhicule, avec des parkings en evergreen, des parkings en sous-sol, et puis beaucoup de stationnement également pour les VSL et les ambulances. Alors, le projet à la loupe, donc la future parcelle fait environ 7610 m². Elle comprend un peu plus de 1800 m² d'espace vert, 235 m² de patio végétalisé, beaucoup de places de parking, comme je le disais, à la fois pour faciliter l'accès de nos patients, pour les VSL et les ambulances.
de la toiture végétalisée et 3400 m² au total de surface utile, dont 1780 m² affectés aux soins, qui comprennent donc 9 bureaux de consultation, à la fois des bureaux de consultation pour les médecins, mais également pour tous les acteurs des soins de support, le psychologue, la diététicienne, l'assistante sociale, et puis bien sûr les salles de traitement de radiothérapie avec 4 salles de traitement pour accueillir les 4 machines de traitement nécessaires pour couvrir tous les besoins de traitement des patients du bassin de population. L'organisation du bâtiment projeté se fera sur 3 niveaux. On va utiliser la déclivité naturelle du site pour pouvoir faire des parkings semi-enterrés, un rez-de-chaussée qui sera exclusivement dédié aux patients avec la partie consultation, la partie traitement et puis un espace à l'étage réservé pour le personnel. Alors, la description de cet avant-projet a pu, au niveau justement du document d'urbanisme et de cette évaluation environnementale intégrée donc au dossier de modification, nourrir finalement l'analyse des incidences de ce qui pourrait être projeté en termes de surface constructible sur cet espace aujourd'hui en fait qui est nu, hein, qui n'est pas construit, qui est une prairie fauchée entretenue. Et donc, les différentes thématiques de l'environnement, le milieu physique, le paysage, la biodiversité ont été analysées par rapport à ces impacts, mais aussi finalement, ce que ça peut générer en termes de trafic, comment aussi prendre en compte la desserte en réseau, notamment le long de l'avenue du 14 avril, une réflexion aussi pour accorder le centre à terme peut-être à la chaufferie collective à proximité. Et également, quand cela est possible aussi, d'indiquer les incidences potentielles du chantier sur le secteur. Donc maintenant, on va revenir sur le dispositif de concertation qui a été proposé pendant la période du 16 novembre et qui se poursuit jusqu'au 27 janvier, en vous présentant à la fois ses objectifs, le dispositif dans sa globalité et puis quelques points de bilan, en tout cas intermédiaires, sur la participation et la mobilisation à cette occasion. Donc, par rapport effectivement au bilan, donc là, un certain nombre, tous les outils qui ont été mis en place vous seront déclinés. Et effectivement, comme l'a rappelé nos garants, le bilan sera un document public. Donc, l'ensemble aujourd'hui du dispositif décliné, effectivement, finalement, le suivi de ces modalités-là seront visibles à terme sur les documents transmis, notamment toujours sur le site internet de la communauté d'agglomération. Les objectifs de la concertation donc, qui ont été poursuivis, c'était bien sûr d'informer le plus largement possible l'ensemble des usagers. Donc, l'étude notamment des garants, l'étude de contexte par rapport au fait d'avoir ciblé un certain nombre d'acteurs, que ce soit du monde associatif à proximité du quartier, que ce soit le monde professionnel en lien aujourd'hui avec la thématique de la cancérologie, a été vraiment des atouts pour relayer justement les informations et les différents événements qu'on pouvait mettre en place. Après, le choix qui a été fait, ça a été notamment souvent soutenu par nos garants, c'est de mettre à disposition le maximum d'outils pour essayer de recueillir l'ensemble des observations en fonction aussi des usages de chacun, si c'était par téléphone, si c'était par Internet, si c'était par écrit. Donc, vous allez voir que voilà, on a décliné quand même un certain nombre de choses pour laisser la possibilité à chacun de s'exprimer. Et puis aussi, malgré le contexte sanitaire dans lequel cette concertation a été menée, d'associer autant que possible des temps d'échange avec le public, avec les professionnels, en direct, alors souvent avec l'écran entre nous, mais voilà, autant que possible, ces espaces de participation et d'échange en direct ont été aussi proposés. Donc, pour voir ce large panel, et on va rentrer un peu plus dans le détail au fur et à mesure, donc on a eu des réunions publiques, des ateliers thématiques, des permanences effectivement sur les lieux publics et notamment sur la place du marché des Gascons. Les contributions ont pu être déposées, on va dire, via le registre dématérialisé, mais aussi
des adresses mail étaient dédiées et de nombreux supports d'information ont été édités, déclinés, distribués. La concertation, aujourd'hui, elle s'organise dans un cadre réglementaire. Il vous a été rappelé tout à l'heure le fait qu'on était assujetti aujourd'hui au Code de l'environnement dans le choix qui a été fait pour mener cette concertation. Et à partir du moment où elle est réglementaire, on a des affichages réglementaires d'insertion presse, d'avis, de concertation. Donc, on a eu un premier avis, une première insertion où on donnait notamment la possibilité aux gens de venir nous rencontrer en réunion publique, notamment au lycée de chez Paris. Et effectivement, il a fallu fin octobre, début novembre, revoir ces modalités-là pour réorganiser les choses et pouvoir continuer à mener cette concertation à distance. En termes de communication avec les médias, donc toutes les semaines, quasiment des espaces presse ont été achetés, notamment dans le sud-ouest, pour faire au fur et à mesure l'information de différentes rencontres qu'on pouvait avoir. Au niveau de la presse radio, il y a eu un reportage qui a pu être fait sur Radio France Bleu. Et puis aussi une interview dans le Média Basque, notamment là, davantage tournée avec nos porteurs de projets qui ont effectivement décliné aujourd'hui les avantages, les attendus par rapport au transfert du centre d'oncologie. À chaque rencontre aussi a été posté sur les comptes de l'agglomération des réseaux sociaux l'information pour inviter les gens à venir à nos rencontres et aussi donner de l'information comme justement les comptes rendus de ces rencontres étaient disponibles. Une page dédiée sur le site internet du site internet de la communauté d'agglomération a été créée en amont du lancement, donc en amont du 16 novembre. Dès le 30 octobre, on avait une page dédiée, donc on a alimenté au fur et à mesure de l'ensemble des supports de communication, des vidéos de nos rencontres, la réunion publique, les ateliers, et pour expliquer au mieux le projet de manière synthétique et effectivement pouvoir aller chercher l'information dès qu'on souhaitait effectivement se doter d'elle-même. On a eu un relais de cette page Internet sur des sites dédiés davantage avec les relais des acteurs professionnels et notamment Santé Service à Bayonne, le réseau 3C et voilà. En outil de communication de l'information, principalement, c'est le dossier de concertation, un dossier qu'on a essayé de faire le plus synthétique possible, d'une quarantaine de pages, avec des annexes un peu plus techniques, que ce soit l'annexe vouée à la future évaluation environnementale qui sera présentée à l'enquête publique, mais aussi le fonctionnement aujourd'hui des machines, le choix des machines à terme au niveau du centre d'oncologie, l'accord de l'Agence régionale de santé aussi par rapport au site pour que vous puissiez comprendre dans quel contexte s'intégrer ce projet. Et ce dossier de concertation donc, a été distribué le plus largement possible, alors avec des conditions aussi particulières, puisqu'au sein du contexte sanitaire, difficile aussi de transmettre de main à main les dossiers, mais autant que possible sur la ville de Bayonne, sur vraiment des sites relais par rapport à la thématique du sujet en tant que tel et notamment au centre de la Ligue du cancer, dans tous aujourd'hui les centres principaux hospitaliers sur le territoire. Et puis, une distribution qui a pu quand même être largement effectuée lors de nos permanences sur le marché de la place des Gascons. Les supports d'information ont été distribués notamment dans l'ensemble des boîtes aux lettres des résidences Breuer, donc qui sont aujourd'hui en face du futur site d'implantation du centre d'oncologie. Parmi les 1100 logements ont été distribués les flyers. De la même manière, des flyers ont été distribués à la ville de Bayonne, à la Ligue contre le cancer, dans les instituts hospitaliers principaux et également dans les commerces de proximité
au sein du quartier, donc qui étaient ouverts au moment de la distribution, parce qu'on a quand même des commerces aussi qui étaient fermés, et 250 exemplaires ont pu être distribués aussi lors des permanences. Des affiches, donc on a aussi réalisé des affiches A3 qui ont été apposées dans les lieux principaux institutionnels de la ville de Bayonne et au niveau toujours de la résidence Brouwer et de ses 22 halls et dans les lieux principaux hospitaliers et commerces de proximité de la place des Gascons. On a fait un relais aussi d'informations au moment des rencontres, au moment de la réunion publique, au moment des ateliers thématiques, au moment aussi aujourd'hui de cette réunion de restitution, sur les panneaux lumineux de la ville de Bayonne pour essayer au maximum de relayer et d'informer de la tenue de ces moments. Et également avoir donc un stand lorsqu'on était sur le marché de la place des Gascons, le plus attractif possible aussi avec des photos qui avaient été mises sur format rigide de ce que pouvait être le centre à terme, aussi de son insertion dans l'environnement par rapport justement à l'avenue du 14 avril et aux résidences Brouwer, de son lien avec le lycée aussi à proximité. Les réunions publiques, les ateliers thématiques donc, ont été des modalités pour informer et contribuer de manière directe au projet. Donc, on a eu une réunion de lancement dès le 19 novembre qui a permis d'informer sur l'ensemble du dispositif qui était mis en place. Donc, cette réunion avait été à l'époque organisée en direct sur la chaîne YouTube de la communauté d'agglomération avec une participation assez importante de 84 participants connectés le soir même, avec malheureusement des problématiques de débit le soir de la réunion, mais finalement le relais d'information pour aller visionner la réunion a fonctionné puisque cette réunion a été vue de nombreuses fois. Notre réunion publique de ce soir et 2 ateliers participatifs sur des thématiques qui nous semblaient importantes de traiter de manière plus approfondie avec les personnes intéressées par le projet. Et nous avons Dr Genebès et M. Alain Lacassagne ce soir qui vont développer un peu plus ce qui s'est dit et aujourd'hui le ressenti par rapport à ces ateliers thématiques. Donc le premier sur le projet et le parcours de soins qui avait eu lieu donc, le 3 décembre et l'aménagement et le cadre de vie plus au regard de l'insertion du projet cette fois-ci dans les orientations aujourd'hui retenues un peu plus largement au sein du quartier qui a eu lieu le 10 décembre, celui-là. Donc, les permanences, il y a eu deux types de permanences à 2 reprises le mercredi matin lors du marché sur la place des Gascons, où là, un nombre important de personnes ont été approchées en direct avec explication du projet, distribution des modalités de participation. Et c'est vrai que ça a permis aussi ces rencontres lors du marché de prendre acte finalement du bon choix aujourd'hui que nous pensons réaliser par rapport au transfert du centre d'oncologie, par rapport à son agrandissement, effectivement, et ce retour d'un manque de place, d'un manque d'accessibilité, donc qui a été conforté dans les échanges que nous avons pu avoir, et aussi par rapport au secteur qui a été retenu, et effectivement l'apport que ce centre peut avoir aujourd'hui dans le quartier nord de Bayonne. Tous les mardis après-midi également, de 15h à 17h, une permanence téléphonique était ouverte pour recevoir appels, SMS et échanger avec les personnes qui le souhaitaient. Le relais par Internet a effectivement déposé sa contribution, a été réalisé par la mise en place d'un registre dématérialisé. Et vous pouviez aussi contribuer soit par courrier, donc libre réponse, donc en mettant directement votre courrier dans la boîte aux lettres, soit par courriel. Donc maintenant qu'on a fait un petit tour du dispositif au sens large qui a été proposé, comme l'a dit Marie il y a quelques secondes, on va s'appesantir un tout petit peu sur les 2 ateliers thématiques qui étaient proposés.
de manière à pouvoir partager avec vous les grands enjeux qui ont été soumis à la discussion et les quelques retours dont on a pu bénéficier à cette occasion. Donc le premier atelier dont il est question était donc autour du projet et du parcours de soins. Où on a pu évoquer de manière assez large l'enjeu de santé publique, mais au-delà, le rôle du projet dans cet enjeu. Donc, le docteur Génier-Besse va nous traduire un petit peu les grands points qui ont été échangés lors de cet atelier. Oui, j'ai eu le plaisir de participer à cet atelier avec le docteur Agnès Mott, qui est médecin coordinateur du réseau de cancérologie des 3C, et avec Madame Béatrice Greno, qui participe ce soir, je la vois, qui est directrice de la Ligue contre le cancer. Et voilà, nous avons pu partager cet atelier. Alors, bon, on est revenu bien sûr sur, comme nous l'avons déjà dit à de multiples reprises, sur la nécessité d'améliorer bien sûr l'offre de soins en radiothérapie, avec à l'appui des chiffres qui nous montrent l'augmentation constante du nombre de consultations, de traitements, et ce besoin de répondre à cette nouvelle demande qui ne va cesser de se majorer dans les années qui viennent. Et puis, on a pu aborder deux grands volets. Le premier, où j'ai pu expliquer avec un langage très vulgarisé la radiothérapie et le parcours de soins du patient en radiothérapie. Il me paraissait important dans ce projet de délocalisation de l'ensemble de radiothérapie d'expliquer qu'est-ce qu'était la radiothérapie et tous les acteurs et les professionnels de santé qui participent à la mise en place de ces traitements. Et puis dans une deuxième partie, conjointement avec Madame Greno, nous sommes revenus sur les soins de support, leur développement. Madame Greno a pu exposer tous les soins de support et tous les projets de la Ligue contre le cancer. Et nous avons à cœur au centre d'oncologie de participer également aux soins de support et de permettre aux patients qui se rendent au centre d'oncologie de radiothérapie d'avoir accès sur place à davantage de temps psychologue, une diététicienne, une assistante sociale, des séances de relaxation via l'aménagement du site. On a parlé tout à l'heure de bien-être pour les patients, avec des salles de relaxation où les patients pourront faire de la sophrologie, du tai chi, et puis le cadre verdoyant avec l'accès à la forêt au nord qui nous permettra également de pouvoir développer ces activités en plein air lorsque le temps le permettra, bien entendu. Alors, on avait des participants assez actifs pour cet atelier et des échanges très intéressants. Les principales remarques étaient d'améliorer la prise en charge des patients concernant les horaires de soins. Alors effectivement, dans la mesure où nous sommes un petit peu contraints actuellement, nous n'avons que 3 machines de traitement. Alors bien sûr, tous les patients sont traités, mais cela impose des plages de traitement assez étendues, de très tôt le matin à très tard le soir. Et bien entendu, l'installation d'une 4e machine permettra de répondre à cette demande en réduisant un petit peu les plages de traitement afin que les patients n'aient pas à venir trop tard le soir ou trop tôt le matin. Une participante a longuement insisté et ça a été un échange très intéressant sur la notion du patient expert pour accompagner les malades. En fait, c'est un patient lui-même traité pour un cancer qui a été formé par un DU, un diplôme universitaire spécifique délivré à Paris, pour pouvoir accompagner les patients actuels en soins, qu'il y ait un partage d'expérience. Donc, on a pu longuement échanger sur ça, et puis avec des perspectives d'éventuelles collaborations, puisque cette personne devait se rapprocher notamment de Madame Greno et la Ligue pour pouvoir essayer de développer ce système. Ensuite, a été rappelée l'importance de mutualiser les compétences entre les différents centres de soins, bien sûr, pour améliorer l'offre de soins,
Bien entendu, on travaille main dans la main à la fois avec nos collègues de l'hôpital, de la clinique Bellaha, et bien entendu, ce projet ne peut s'envisager qu'en mutualisant nos compétences. Et enfin, a été rappelé les enjeux de mobilité qui sont très importants afin de faciliter l'accès des patients au centre, mais surtout une mobilité entre les divers établissements de santé, parce qu'un participant rappelait le fait que bien sûr les patients peuvent avoir des rendez-vous le matin à l'hôpital ou à la clinique Bellaha et doivent se rendre ensuite au centre d'oncologie. Donc, il rappelait l'importance de développer des lignes de transport en commun direct entre les établissements de soins. Donc, le deuxième atelier après celui-ci était lié aux enjeux d'aménagement et donc d'insertion du projet dans son quartier. Donc là, c'est M. Lacassagne qui va nous traduire ces éléments. Bonsoir à tout le monde. Effectivement, j'ai mené l'atelier de l'enjeu de l'aménagement, un atelier très intéressant et qui s'est très bien passé avec de nombreuses questions, notamment qui ont porté sur les enjeux de la conception, parce qu'il s'agit avant tout de concilier le projet avec son environnement. Alors, bien sûr, un des premiers des sujets, c'est le bien-être et l'exemplarité. Le bien-être a été évoqué par le docteur précédemment, et notamment avec la notion des labels qui seront portés lors de l'établissement de ce projet, et notamment toute la qualité et le bien-être, notamment par rapport aux patients. Effectivement, dans le projet qui nous a été présenté, puisque j'ai été accompagné, je ne l'ai pas précisé, par l'architecte de l'opération, ainsi que les services de l'agglomération et le directeur général des services de la ville de Bayonne. Donc, bien-être à la fois pour les patients et également pour le personnel, avec différents aménagements, des cours intérieurs et un certain nombre de patios qui vont amener de l'agrément dans l'ensemble du projet. Il s'agit aussi de donner de la qualité dans les espaces intérieurs, mais de la qualité aussi dans les espaces extérieurs. Bien sûr, je ne vous fais qu'un résumé, autrement je serai trop long. Il a été aussi évoqué l'intégration paysagère, car celle-ci est fort importante sur ce territoire-là et sur cet espace-là, car il doit à la fois s'intégrer dans la zone boisée du quartier et dans l'environnement de l'avenue du 14 avril. L'objectif principal aussi est de conserver une visibilité sur le bois et sur la partie arrière du terrain, tel qu'on a pu vous le montrer, puisqu'il y a une partie qui va devenir zone boisée. Le projet aussi limitera au maximum l'empreinte de la construction pour préserver l'espace boisé, mais également limitera l'imperméabilisation, un point très important sur ce projet. Le travail sur la déclivité, tel qu'il a pu vous être présenté sur une découpe, est aussi un point important puisqu'il permet à la fois d'étager le projet en intégrant par exemple les stationnements en partie semi-enterrés, ce qui va éviter d'imperméabiliser l'ensemble du terrain avec des voitures en surface. Un autre point important, c'est concernant l'intégration architecturale dans le visuel que vous avez vu. Effectivement, on en reparlera, et c'était aussi des questions notamment par rapport au bois, mais l'utilisation du bois dans cet équipement, hormis peut-être des éléments de structure qui sont nécessaires par rapport à un centre d'oncologie et par rapport à des protections, il va bien falloir utiliser du béton, mais a priori, on aurait une orientation sur des filières sèches. Et un élément très important par rapport au quartier aussi, c'est la toiture végétalisée qui est en fait, ce que disait l'architecte, la cinquième façade du projet, et ce qui va limiter notamment par rapport à toutes les résidences brûleurs la perception du bâtiment, puisqu'il sera noyé dans une toiture végétalisée et avec en arrière-plan la forêt. Il s'agit de traiter le système d'entrée et de sortie qui seront dissociés pour fluidifier et éviter tout et minimiser à la fois tous les risques. Il faut préciser qu'aux abords, les risques, et notamment par rapport aux accès, seront limités parce que, en fait, Bayonne et le département créeront un système de carrefour à feu tricolore avec un traitement qui va limiter la vitesse en favorisant également les liaisons piétonnes autour de l'axe principal. Autre point à évoquer, c'est les orientations d'aménagement retenues pour le devenir du quartier, notamment par rapport à la préservation des espaces naturels et agricoles. Il faut savoir que nous menons à l'agglomération et dans le cadre du futur règlement du PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal à l'échelle de Bayonne, Anglette, Biarritz, Boucau et Bidart, que nous menons actuellement, nous avons l'intention de conserver un certain nombre et un maximum d'espaces
à la fois protégés et d'espaces agricoles. Et dans la partie nord, alors non pas sur le plan qui est affiché à Achuré, c'est surtout la partie nord, je dirais vers Abbas, où des zones agricoles seront préservées et nous rendrons inconstructibles un certain nombre de terrains qui sont aujourd'hui en 2 AU, qui deviendront en A, en fonction, A ça veut dire agricole, en fonction de la qualité des sols, ou en N, en zone naturelle. Ça a pour objectif, je dirais aussi, pour limiter l'artificialisation des sols et des terres et de promouvoir l'agriculture urbaine. Autre sujet, l'équipement et les services. Il s'agit à cet endroit-là de privilégier une vocation d'équipement structurant pour la ville de Bayonne, mais aussi pour le quartier, puisque vous savez qu'on a une densité, entre guillemets, avec beaucoup de logements. Donc, il s'agit aussi d'apporter des activités, notamment par rapport au quartier. Et nous avons des réflexions sur l'ensemble de la zone assurée qui vous est indiquée sur le plan en cours dans le cadre du PLUI. Et rappelons également sur la partie nord et non loin de l'opération, la création d'une ferme urbaine qui sera quand même un élément très important et en liaison avec le projet de centre d'oncologie et notamment autour de l'alimentation, ce qui est un sujet très, très important. Concernant les mobilités, je n'y reviens pas. C'est vrai que le choix du terrain est particulièrement intéressant, notamment avec les transports en commun, la ligne 1 du trambus avec deux arrêts sur cette zone. Et je ne parle pas de la proximité de l'autoroute, puisqu'effectivement, le centre d'oncologie a vocation à desservir aussi à la fois le Pays Basque et le sud des Landes. Alors, les principaux thèmes évoqués lors de ces échanges aussi ont porté sur le devenir des terres maraîchères. Je viens de vous en parler. Nous avons l'intention à la ville de Bayonne et notamment sur les zones nord à Saint-Étienne de rendre inconstructible un certain nombre de terrains et de conserver l'ensemble des terrains agricoles et certains des terrains de AU à les transformer en terrains agricoles. Et je rappelle la ferme urbaine dont je viens de parler. Nous avons évoqué également le choix des essences pour la construction de ce bâtiment, parce qu'il faut effectivement qu'il y ait une adéquation avec les conditions météorologiques, nous savons qu'ils sont ici pluvieuses, mais l'idée, c'est que soit étudier un matériau qui vieillisse bien dans le temps. Donc ça, les équipes d'architectes travailleront sur ce sujet, et il s'agit aussi de répondre aux contraintes du projet lui-même. Et une piste de travail sur les essences locales, c'est les essences issues des forêts éco-gérées qui privilégient à la fois l'emploi local et des déplacements courts. Autre sujet qui n'est pas non moins intéressant, c'est la prise en compte du réchauffement climatique. Alors, autant dire que ce projet porte l'ensemble de ces réflexions, notamment au niveau climatique, à la fois dans l'insertion du projet dans le terrain. Il évite également l'imperméabilisation, notamment avec les stationnements tels que je pouvais vous l'indiquer, les stationnements qui sont dessous, et l'utilisation de la toiture végétalisée qui permet de travailler sur à la fois un isolant, mais sur une qualité urbaine, en mettant en œuvre notamment des matériaux naturels et non carbonés. Et la conception du bâtiment par elle-même aussi va être un élément prépondérant puisqu'il est projeté effectivement des patios intérieurs qui apportent de la qualité par rapport au projet, mais par rapport aussi au traitement du réchauffement climatique. Et j'ajouterai un dernier point, puisque nous avons parlé du réchauffement climatique, que le cadre naturel et environnant ne permet pas de parler d'îlots de chaleur, parce qu'on a une végétalisation qui est dense, des zones humides à proximité, un réseau hydrographique local et une plaine verte au sud du projet, et notamment au bas de l'ensemble des résidences bruyères. Voilà, en résumé, l'ensemble de l'atelier. J'ai essayé de faire court. Mais néanmoins très riche. Merci beaucoup, Monsieur Lacassagne. C'était un temps, pour ceux qui ne nous avaient pas encore suivis pendant les ateliers, de se plonger dans les discussions. Et je pense que vous avez là quand même une synthèse très intéressante et néanmoins complète. Comme nous l'étions dit, nous pouvons, si vous le souhaitez, ouvrir un temps de questions-réponses avec nos intervenants. Si certains d'entre vous souhaitent des éléments complémentaires ou apporter leur contribution, leur avis sur le sujet, la parole est à vous. N'hésitez pas à vous manifester. Alors, par contre, je vais demander à celles et ceux qui souhaitent se manifester de réouvrir leur micro, puisque pour les besoins de la prise de parole, tous les micros ont été désactivés. De manière un petit peu autoritaire, on s'en excuse, mais c'était pour garantir les bonnes conditions d'écoute. Donc, si vous souhaitez réactiver votre micro, c'est en bas à gauche.
que vous allez trouver l'icône qui est normalement barrée en rouge et que vous devez réactiver. Je crois que nous avons quelqu'un qui est en train de réactiver son micro, donc on va se laisser une petite seconde pour... Bon. Je pense qu'on a... Si vous avez d'autres questions, on pourra s'interrompre tout à l'heure. Je vous laisse quelques minutes. Si monsieur, comme je le vois, vous essayez de réactiver votre micro, ne vous inquiétez pas, on réouvrira un temps de... Je ne peux pas le réouvrir pour vous, donc il faut que vous trouviez cette icône en bas à gauche. Je suis vraiment désolée. En bas à gauche, à côté de l'icône avec la caméra, vous avez un petit micro qui est barré de rouge et sur lequel vous pouvez cliquer pour le réactiver. En attendant, et vraiment, on prendra le temps de prendre votre question lorsque vous le pourrez, on vous propose de vous présenter donc, les prochaines étapes du projet, donc se projeter à la fois sur les prochains mois, sur l'enquête publique, sur vraiment les nouvelles lignes et la nouvelle page que va ouvrir ce projet. Donc, Marie, on vous écoute. Donc, par rapport à ce qui a été dit préalablement, donc on est bien dans la procédure d'une mise en compatibilité du document d'urbanisme, donc le plan local d'urbanisme de Bayonne. Et donc, un certain nombre d'étapes administratives réglementaires doivent être franchies après cette concertation préalable. Donc, concertation préalable, en fait, qui avait été, on va dire, de manière réglementaire, administrative, engagée, en fait, depuis juin, au moment où on a émis la décision d'engager cette procédure, saisi la Commission nationale du débat public pour la désignation de ces garants. Il y a un travail donc, qui s'est déroulé l'été avec nos deux garants pour justement nous faire connaître cette étude de contexte et effectivement appréhender ensemble les enjeux de cette concertation. Donc, au niveau du dossier de mise en compatibilité, celui-ci s'est élaboré en parallèle de cette concertation préalable et a été enrichi par tous les éléments de projet qui sont travaillés dans le cadre de la construction future de ce centre d'oncologie. Et suite à cette concertation préalable, donc avec une clôture, on va dire, de cette première phase donc qui est prévue dans les jours prochains, hein, au 27 janvier, s'enclenche la consultation officielle en fait, de l'autorité environnementale qui a un droit de regard sur l'évaluation environnementale qui est menée, donc la manière dont on a exposé le projet et ses incidences sur l'environnement et le terrain naturel sur lequel aujourd'hui il se trouve. L'autorité environnementale a 3 mois pour donner son avis et ensuite, de manière officielle toujours, on va convoquer différentes institutions, les services de l'État, la région, le département, le syndicat des mobilités, le syndicat de cohérence, du schéma de cohérence territoriale qui a aussi un droit de regard, les différentes chambres consulaires, chambres d'agriculture, du commerce et de l'industrie, de l'artisanat et d'autres institutions qui vont être réunies pour un examen conjoint. Donc, le dossier est envoyé à l'ensemble de ces personnes en amont. Et on se réunit pour recueillir les avis de ces personnes officielles sur le projet. Et c'est après avoir recueilli l'ensemble de ces avis qu'on pourra organiser l'enquête publique propre au dossier de modification du document d'urbanisme. Et donc, la prochaine rencontre avec la population de manière officielle, avec cette fois-ci un commissaire enquêteur qui sera présent pour tenir des permanences et être à la disposition du public pour échanger sur le projet, devrait se tenir à l'été 2021. Et donc, avec une adoption des modifications du changement apporté au document d'urbanisme qui devrait se passer en septembre 2021. Ce calendrier, il est important à tenir puisqu'on est dans un projet aujourd'hui complexe par rapport aux installations existantes, par rapport aux installations futures et tout ce que ça implique en termes de livraison de machines, achat de machines et d'essayer d'être le plus précis vis-à-vis du porteur de projet du centre d'oncologie pour organiser au mieux la livraison du centre mi-2023 après une période de chantier
qui devrait s'étaler entre 18 et 24 mois. Donc, la concertation, aujourd'hui, elle n'est pas finie. Il reste encore quelques jours pour contribuer au projet parmi voilà, tous les canaux d'information et de contribution qu'on a pu détailler, notamment sur le registre dématérialisé, l'adresse Internet dédiée, mais aussi nos deux garants, Marie-Antoinette et Walter Acadi, qui sont toujours à votre disposition et notamment donc, sont renoter les adresses mail si vous voulez entrer en contact direct avec eux d'ici la fin de cette concertation avant l'établissement définitif de leur bilan. Merci Marie. Donc effectivement, tous ces éléments d'information et de contribution, vous pouvez les retrouver sur le site internet de l'agglomération Pays Basque et y accéder de manière assez simple, à la fois revivre les ateliers si la synthèse qui vous a été faite ce soir vous fait envie, ils sont toujours disponibles. Donc l'ensemble de ces supports de revisionnage d'ateliers sont disponibles. Vous avez également tous les éléments de communication et d'information sur le site internet de l'agglomération, vraiment sans difficulté. N'hésitez pas à y avoir recours jusqu'au 27 janvier. Le temps pour nous de prendre les dernières questions, si certains souhaitent poser une question. Toujours pas? Très bien. Donc, on va pouvoir expliquer les prochaines étapes pour la concertation elle-même avec le continuum. On vous laisse Marie préciser. Donc, comme vous l'a exposé nos garants, donc il y a un bilan qui va être établi par eux-mêmes. Donc, ils ont un mois à l'issue du 27 janvier pour nous donner aujourd'hui leur ressenti et par rapport à cette concertation qui a été menée, voire nous faire des propositions pour continuer à poursuivre cette concertation de manière réglementaire et officielle aussi cette fois-ci. La collectivité publique va se positionner par rapport à ce bilan et effectivement donner peut-être davantage de modalités jusqu'à l'enquête publique. Au moins, le site internet aujourd'hui, de toute manière, qui sera toujours ouvert. Les agents de la communauté d'agglomération, donc Céline Béra et moi-même, qui sont disponibles pour répondre à vos questions. Et effectivement, continuer autant que possible de vous informer jusqu'à l'enquête publique sur l'avancement du projet et sachant qu'à l'enquête publique, le dossier sera complet avec l'ensemble des avis émis, notamment de l'ensemble des partenaires aujourd'hui qui sont consultés sur ce dossier. On en termine avec ces éléments de présentation. Me semble-t-il, il n'y a pas de questions qui ont été demandées ni de prise de parole. Peut-être proposer le chat s'il y en a qui ont des problèmes techniques de micro. Le chat effectivement est ouvert et disponible pour prendre vos questions. Si certains, peut-être leur expliquer où c'est, si certains ne connaissent pas Zoom. Sur le haut de votre écran, vous avez accès à un espace qui vous permet de converser, puisque c'est le terme qui est utilisé, et nous poser votre question si vous en avez une. Si ce n'est pas le cas ce soir, mais que la nuit porte conseil ou que demain, une question vous vient, on vous l'a expliqué, tous les canaux de réponse à vos interrogations sont ouverts. Donc, n'hésitez surtout pas, y compris le fil de cette soirée sera également mis à disposition pour que vous puissiez le reprendre si nécessaire ou que d'autres y aient accès. Je pense qu'on va s'en tenir là ce soir. Il faut un petit signe aussi. Oui, je pense que vous vous seriez physiquement signalé si vraiment nous étions passés à côté d'une de vos questions. En tout cas, n'hésitez pas. Donc, pour ce soir, on va s'en tenir là, laisser la parole successivement alors, à nos deux garants, pour qui c'est aussi la dernière réunion publique sur cette concertation, et puis bien sûr à M. Etchegaray pour le mot de clôture. Très bien. Alors, juste remercier bien sûr les personnes présentes qui sont toujours trop peu nombreuses d'un point de vue de garant. On souhaite que la population soit le plus largement associée, comme d'ailleurs c'est le cas du maître d'ouvrage, mais nécessairement toujours de qualité. Et donc, à la fois les personnes qui sont là ce soir, mais aussi celles qu'on a rencontrées durant les 2 mois. Et également, en amont de cette concertation, remercier toutes les personnes
qui ont apporté leur concours au niveau de l'étude de contexte, qui nous a permis, nous, en tant que garants, c'est très important parce qu'on ne connaît pas nécessairement les tenants et les aboutissants et le contexte du projet, d'avoir ces éléments pour conseiller, puisque c'est notre travail initialement, de conseiller la maîtrise d'ouvrage pour réaliser le dossier de concertation dont vous avez pu prendre connaissance et les modalités de concertation qui ont été nombreuses et qui ont été proposées. Donc, de ce point de vue-là, il semblerait que ça a bien été utile. Je rajouterais juste qu'ils ont été aussi un très bon relais dans le cadre de cette concertation et c'était très important pour nous aussi puisque l'objectif de rencontrer tous ces acteurs, c'est aussi de les mobiliser pour qu'ils soient également ce relais pour encore une fois essayer de rassembler un maximum de la population et encore une fois de tout horizon. Alors, on va maintenant jusqu'au 27 janvier être à disposition et puis ensuite travailler en chambre pour réaliser ce bilan qui sera publié, qui sera envoyé sur le site de la CNDP également. Et bien évidemment, j'aurais tendance à dire que on regrette, mais en même temps on fait avec les conditions sanitaires, c'est-à-dire que nous, en tant que garants, l'intérêt du contact avec les personnes est bien évidemment essentiel. On fait avec ces éléments-là. On a bien compris que la CAPV s'est adaptée à ces contraintes sanitaires comme tous les autres maîtres d'ouvrage en ce moment. Et effectivement, qu'il y a eu quand même un certain nombre d'éléments qui ont été développés qui ont permis de pouvoir malgré tout toucher la population. Et on en fera donc le bilan écrit très précisément des forces et des faiblesses, on va dire, mais les faiblesses ne sont pas toutes locales. Voilà pour ce que je voudrais dire. Juste une petite note positive, quand même, l'étude de contexte est faite dans de bonnes conditions puisqu'on a rencontré physiquement tous les acteurs, donc c'était intéressant aussi. Il y en a eu par téléphone, par nécessité géographique et par temps de disponibilité des personnes, mais on les a rencontrés beaucoup physiquement et c'était important de lier ce contact aussi. Donc on était bien avant le confinement. C'était entre les deux. Voilà, on est passé pile entre les deux. Voilà, très bien. En tout cas, un grand merci effectivement à tous les participants. Merci à vous. Et donc le mot de la fin, Monsieur Tchegaray, est pour vous. Oui, eh bien, on revient de conclure, et moi je suis comme les garants à regretter effectivement que cette concertation ait été finalement trop formelle, mais elle a existé. On aurait préféré qu'elle ait davantage de chair, si j'ose dire, mais même là, on peut dire que les rencontres, et Madame Tenay le rappelait il y a un instant, qui ont pu avoir lieu sur l'espace public, ce sont des rencontres réelles, tout comme d'ailleurs les 658 fois où il y a eu un accès sur le site Internet depuis la mise en ligne, tout comme les 71 fois où le dossier de concertation a pu être visionné, les 33 fois où le document de décision de l'engagement du MECDU a pu être vu. Bon, tout ceci vient malgré tout nous rassurer sur le fait que les informations sont passées et que s'il n'y a pas de questions, y compris ce soir, c'est que peut-être, je veux même croire sans doute, que nous avons répondu au maximum aux questions qui auraient pu être posées et qu'au fond, tout le monde considère qu'il y a une pertinence dans ce projet. Qui peut dire aujourd'hui que notre territoire n'a pas besoin de cet équipement? Qui peut contester aujourd'hui le fait que la lutte contre le cancer passe effectivement par ce type de dispositif? Notre territoire est un territoire habité, c'est un territoire qui est en progression démographique, et l'équipement dont on parle ici n'est pas celui uniquement de Pays Basque, il concerne aussi l'ensemble du bassin de vie et concernant en particulier une grande partie de la population du département voisin des Landes. On est ici sur un quasi-équipement d'agglomération, voire même de fonction métropolitaine. Alors, je pense que le fait même qu'on ait envisagé que cet équipement soit presque à la limite de Bayonne et très proche du département voisin des Landes,
c'était aussi pour signifier l'importance de cet équipement par rapport à notre bassin de vie. Alors, moi, je conclue en disant que d'abord, merci à toutes celles et ceux, y compris autour de cette table, qui ont participé à ce travail de concertation. Évidemment, on aurait préféré que les choses soient organisées dans des réunions publiques, on aurait pu se retrouver directement, on aurait pu répondre, parce que nous, les élus en particulier, on prend plaisir à cela, à convaincre ceux qui ont besoin de l'être, à répondre aux questions qui sont souvent pertinentes. Maintenant, ce dossier est d'une importance capitale pour nous. Le centre d'oncologie et de radiothérapie du Pays Basque qui se trouve sur les allées Paulmy ne peut plus continuer à fonctionner là où il se trouve. L'urgence commandait le fait que l'on soit aujourd'hui à passer par cette procédure bien particulière que la loi autorise, je viens le dire ici, qui n'est absolument pas une procédure dérogatoire, c'est simplement que nous devions procéder de la sorte eu égard à l'urgence. Voilà. Ce que j'espère, c'est que ceux qui n'auront pas pu jusqu'à maintenant participer à la concertation puissent encore le faire. Il reste quelques jours. Et puis, la concertation n'est pas tout. Il y a une enquête publique, parce qu'aussi bien, on est ici dans une concertation, je serais tenté de dire, qui est commandée par le Code de l'environnement, mais il y a aussi une procédure d'enquête publique commandée par le Code de l'urbanisme et qui permettrait de poser les mêmes questions et d'apporter éventuellement la contradiction. Donc, heureusement que notre monde juridique dans ce pays permet effectivement à la population d'utiliser tous ces créneaux pour pouvoir s'exprimer. Bien sûr, je souhaite qu'ils puissent le faire. Autrement dit, l'enquête publique va, pour la mise en compatibilité du document d'urbanisme, commencer prochainement, fera suite à cette concertation et peut-être que nous aurons le plaisir de voir que cette enquête publique se déroulera peut-être dans des conditions tout à fait normales. Ça dépendra, encore une fois, des indicateurs sanitaires de ce pays. Mais là, c'est un grand point d'interrogation, autant pour les professionnels de santé que pour nous, simples citoyens. Voilà donc ce que je voulais dire en conclusion de cette réunion. Merci beaucoup. Et donc, le temps de vous dire à nouveau à tous un grand merci de votre participation. Et à très bientôt, certainement pour d'autres concertations. Si vous avez été intéressé par celle-ci, n'hésitez pas à vous prêter à l'exercice de l'implication dans les projets de l'agglomération. Merci à tous, très bonne soirée.